Bonsoir, merci beaucoup. Je vois que comme chaque année, c'est toujours chaud à Liège. On a plus de chances que ce soit chaud à Liège que le Standard soit dans le top 6. Bon, je m'en doutais. Et attendez, j'aurais pu dire que les Francs-Bruns viennent de battre le RFC Liège il y a un mois. Donc voilà. Mais on ne va pas le rappeler non plus. Alors, je le disais, à chaque fois qu'on vient à Liège, on a désormais droit à un comité d'accueil. Je viens d'ailleurs de lire dans la presse que manifestement ils avaient crié boucher au bûcher. C'est pas mal. C'est en termes, je ne sais pas, ça fait combien. Il faudra que Charles Gardier m'explique combien ça fait en termes de rimes, etc. Mais par contre, ils ont également mis le feu à une effigie qui est censée me représenter. Et figurez-vous que ces gens sont des antifascistes. Donc ces gens disent, nous représentons la démocratie. Nous représentons le camp du bien. Mais ils se permettent de brûler l'effigie d'un opposant politique. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, mais je trouve qu'il y a un peu une inversion des rôles. C'est un peu particulier quand les antifascistes reprennent les procédés des fascistes, quand ceux qui disent défendre la démocratie empêchent le débat public. Mais surtout, ce qui me choque beaucoup plus, c'est qu'on nous demande systématiquement de changer de lieu. Alors vous allez vous dire, mais le MR n'a pas changé de lieu parce que Boucher, il a un sale caractère. Ça, c'est vrai. Si vous voulez obtenir quelque chose de moi, il ne faut surtout pas me le demander. Conseil pour les prochains castings ministériels. Mais plus sérieusement, pourquoi nous refusons d'annuler? Pourquoi nous refusons de changer d'endroit? Pour une raison qui est très simple. C'est que si nous entrons dans cette logique, nous, les libéraux, nous renonçons à des libertés fondamentales. Et l'absence de solidarité des autres formations politiques démocratiques, l'absence d'indignation dans une partie, et je dis bien une partie seulement, mais une partie quand même de la presse, cette absence de solidarité est inacceptable. Parce qu'ils pensent aujourd'hui que ça ne concerne que le mouvement réformateur. Mais demain, ce sera les engagés. Et puis plus tard, peut-être des modérés au PS. Et puis encore après, simplement des libres penseurs. Alors, mesdames et messieurs, jamais nous n'annulerons, jamais nous ne déplacerons. Parce qu'en Belgique, dans cet État progressiste, bâti par les libéraux, dans cette démocratie libérale, nous avions et nous avons toujours l'une des constitutions les plus progressistes de la planète. Dans ce pays, tout le monde peut aller partout. Dans ce pays, tout le monde a droit à la sécurité. Dans ce pays, tout le monde a le droit de défendre ses opinions. C'est le combat des libéraux. En étant présent ici ce soir, vous liez les actes à la parole. Alors pour ça, un grand merci, mais surtout pour l'avenir. Restons vigilants. Parce que ces libertés fondamentales, nous les pensons acquises à jamais. Il n'y a rien de plus faux. Elles sont fragiles. Et l'actualité internationale le démontre chaque jour. Alors je vais vous dire, il y a des femmes et des hommes politiques qui aiment bien les postures. Ils aiment bien envoyer des tweets de condamnation. Ils aiment bien les mots creux. Moi, je préfère les actes. Et l'acte de ne pas renoncer face à des militants violents, l'acte de pouvoir porter des idées, même si elles déplaisent, cet acte, c'est l'acte que nous posons et qu'à travers nous posent des milliers de citoyens qui nous ont fait confiance. Alors pour ça, mesdames et messieurs, merci et surtout, n'abandonnez jamais. Alors, on peut s'interroger sur la raison de cette violence. Et là, j'entends deux autres arguments assez fous. Le premier, en fait, c'est que ce serait de notre faute. Ce serait de notre faute. Imaginez, nous n'avons pas le bon goût d'être de gauche. Pire, nous osons nous attaquer à des tabous. La place des syndicats, non pas leur liberté syndicale, mais le rôle qu'on leur a donné dans les structures de l'État sans aucune élection.
nous osons, et j'y reviendrai, nous attaquer au trésor de guerre des mutuelles. Nous osons nous poser la question de savoir si l'ensemble de l'argent envoyé dans l'associatif l'est à bon escient. Non pas que nous n'aimons pas l'associatif, au contraire, mais nous n'aimons pas son instrumentalisation partisane. Et parce que nous osons s'attaquer à ces tabous, en fait, on mériterait ce sort-là. Vous savez, c'est un petit peu le fait que vous ne devriez peut-être pas vous balader avec une trop belle voiture dans certains quartiers, ou que certaines femmes ne devraient pas s'habiller de certaines manières dans certains lieux. C'est exactement la même indignité de l'argument. Toutes nos propositions sont démocratiques. Toutes nos propositions sont dans le cadre de la loi. Toutes nos propositions visent l'intérêt général. Et donc non, on ne va pas se taire. Et non, personne ne mérite ce traitement. À ce titre, une élue liégeoise, Déborah Géradon, a elle-même été agressée. Le mouvement réformateur a immédiatement tenu à faire savoir sa solidarité et son soutien. Parce que les propos que je tiens aujourd'hui ne se limitent pas à notre formation politique, mais tous les démocrates, et je vais même aller plus loin, ceux qui ne le sont pas, ont le droit à la sécurité. Personne ne doit payer par des atteintes physiques ou matérielles un positionnement politique. Le deuxième argument, c'est celui de dire que nous devrions payer le déploiement de force qui est présent ici. C'est exactement la même logique. L'inversion de responsabilité. Nous sommes menacés, les autorités communales décident d'un déploiement policier et nous serions à la fin les responsables de ce déploiement. Mesdames et messieurs, ne rentrez jamais dans ces logiques. Qui devrait payer cette facture? Cette facture devrait être payée par les 400 antifas qui sont dehors. C'est eux qui ne sont pas capables de venir dans nos réunions pour débattre calmement. C'est eux qui ne sont pas capables de nous interpeller à l'entrée pacifiquement. Et il est évident que si ces personnes demandaient à pouvoir me rencontrer, je le ferais. Je défendrai nos propositions, je défendrai nos réformes. Il n'y a donc ni utilité, ni besoin, ni légitimité à employer la violence. La violence est peut-être nécessaire pour des combattants de la liberté dans des régimes dictatoriaux, dans des régimes totalitaires. C'est tout l'inverse de ce qu'est la Belgique. Tout l'inverse. Alors, mesdames et messieurs, vraiment, continuez à militer. Soyez fiers de cet engagement et surtout, soyez debout. Parce que dès que vous mettrez un genou à terre, c'est la démocratie qui perdra. Et nous, les libéraux, nous sommes les défenseurs contre l'extrême gauche et contre l'extrême droite. Parce que de vrais démocrates ne craignent pas le débat, de vrais démocrates ne craignent pas le changement et surtout, de vrais démocrates acceptent les idées des autres, même s'ils les combattent. Mais si nous les combattons avec la force de l'argument, nous les combattons avec la force du débat, nous les combattons par l'intelligence et par les mots, et non par la violence. Alors, bien sûr, nous faisons énormément de réformes. Mais ces réformes, elles sont indispensables. Je pourrais évoquer la question budgétaire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne répartit pas la richesse, on répartit la dette. Figurez-vous qu'une grande partie de notre bien-être est uniquement payée par de la dette. C'est comme si vous alliez manger au restaurant et à la fin du repas, vous avez pris des bons boulets de liège. Voilà. Et à la fin du repas, vous téléphonez à votre fils ou à votre fille et vous lui dites qu'il faudrait passer au restaurant pour payer l'addition. C'est exactement comme ça que nous vivons. Chaque enfant aujourd'hui en Belgique naît avec une dette de 50 à 60 000 euros selon les régions. 50 à 60 000 euros que nos enfants vont devoir gagner en plus de devoir assurer leur propre existence et la solidarité de leur génération.
est-ce que, en tant que parent, en tant peut-être que grands-parents, voire, et je vous le souhaite, d'arrière-grands-parents, est-ce que vous accepteriez d'aller voir vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants pour leur expliquer qu'en réalité, ils devront payer la facture qu'on va leur laisser? C'est irresponsable. C'est la raison pour laquelle le mouvement réformateur ne s'engage pas pour la prochaine élection. Il y aura le temps de la campagne. Mais nous nous engageons pour les prochaines générations. Nous nous engageons pour garantir que nos enfants puissent encore avoir un système social. Parce que je le revendique. Le parti le plus social, ce n'est pas celui qui vide les caisses jusqu'au dernier centime. Le parti le plus social, c'est celui qui garantit que les caisses seront encore remplies pour les prochaines décennies. Le vrai parti social, ce n'est pas celui qui dit aux gens qu'ils doivent rester sur leur chaise et attendre de l'argent magique. Le vrai parti social, c'est celui qui explique aux gens que l'État, c'est chacune et chacun d'entre nous, qu'on doit tous contribuer à la hauteur de nos capacités, qu'on doit tous pouvoir recevoir au moment où on a un accident, mais que personne ne peut accepter, s'il peut contribuer, que son voisin le fasse à sa place. Le vrai parti social, mesdames et messieurs, le vrai parti des travailleuses et des travailleurs, c'est le mouvement réformateur. Alors, il y a bien sûr l'enjeu budgétaire, mais ça va bien plus loin. Il y a l'enjeu de la souveraineté de notre pays, mais surtout la souveraineté européenne. La souveraineté, c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir défendre ses valeurs dans n'importe quelle circonstance. Or, aujourd'hui, quelle est la position de l'Europe? L'Europe, ce n'est pas compliqué. L'Europe trouve que les États-Unis ont choisi un mauvais président. L'Europe trouve que les pays arabes ne respectent pas les libertés fondamentales. L'Europe trouve que la Russie est un danger. Et l'Europe considère que la Chine est potentiellement un ennemi. L'Europe a raison. Le problème, c'est que l'Europe est dépendante des États-Unis pour sa sécurité. L'Europe est dépendante des pays arabes et de la Russie pour son énergie. Et l'Europe est dépendante de la Chine pour son industrie. C'est ça la souveraineté. C'est qu'au lieu de faire des tweets, vous ayez les leviers d'action pour que notre projet libéral, pour que nos valeurs démocratiques puissent rayonner sur l'ensemble de la planète. Mais il est bien évident que vous êtes beaucoup moins crédible, beaucoup moins sérieux si vous espérez donner la leçon au président des États-Unis alors que votre plus grande crainte, c'est qu'il décide du jour au lendemain de se retirer d'Ukraine. Il est beaucoup plus difficile d'expliquer aux pays arabes que l'égalité entre les hommes et les femmes sont pour nous une valeur essentielle s'ils coupent l'arrivée de pétrole ou de gaz. Vous devez savoir qu'encore aujourd'hui, en dépit de tout ce qu'on vous a raconté, 40% du gaz liquéfié qui arrive en Europe par le port de Zeebrugge est un gaz russe. Il est beaucoup plus difficile d'expliquer aux Chinois qu'ils devraient respecter les droits sociaux, qu'ils devraient arrêter de nous espionner, de pomper des brevets, de représenter également une menace potentielle pour la sécurité, alors que l'ensemble des produits que vous consommez quotidiennement sont fabriqués aujourd'hui en Chine, que l'ensemble des produits électroniques qui sont partout dans nos vies, dans vos voitures, dans vos téléphones, dans votre micro-ondes, dans votre machine à laver, dans votre télévision, sont construits à base de terres rares, qui sont quasi exclusivement exploitées aujourd'hui par la Chine. Alors oui, mesdames et messieurs, il faut avoir du courage. Parce que ce qui nous a amenés dans cette situation, c'est la lâcheté. On a voulu sauver la planète. C'est bien évidemment un enjeu essentiel. Mais si pour sauver la planète, nous n'avons plus d'industrie, plus de capacité d'exploiter des matières premières, quel est le sens? Nous avons voulu
nous montrer beaucoup plus vertueux que les autres en matière énergétique. Les Verts nous ont fait croire, c'est d'ailleurs les copains de ceux qui sont dehors, ils peuvent peut-être expérimenter certains régimes pour se réchauffer. Les Verts nous ont fait croire qu'avec un peu de vent et de soleil, on allait combler nos besoins énergétiques. C'était une fable. Nous l'avons démontré. Nous nous sommes battus avec l'ensemble des collègues du mouvement réformateur. Et c'est Mathieu Billet qui a réussi à faire voter ce texte. Et très franchement, le mot est bien choisi. Un texte historique pour la Belgique. Parce que c'est un texte qui permet de garantir un avenir énergétique. C'est Mathieu Billet qui a mis fin à cette hérésie de vouloir sortir du nucléaire. Parce que le nucléaire nous donne cette autonomie énergétique dont nous avons besoin. Alors Mathieu, pour ça, merci. Vous pouvez être fiers, liégeoises et liégeois, de compter un ministre qui a fait voter un texte dont on parlera encore pendant de très nombreuses années. Bravo Mathieu! Alors, mesdames et messieurs, cette souveraineté, elle demandera d'abandonner le confort des postures et d'affronter la dureté de la réalité. Elle demandera du réalisme, elle demandera du courage, elle demandera de la volonté politique. Mais si nous voulons que l'Europe soit encore une terre de savoir, une terre de bien-être, une terre de solidarité et une terre de liberté, il ne nous reste que quelques années. Et oui, l'Europe, ce n'est pas les autres. L'Europe, c'est nous. Les premières réformes partent depuis la Belgique. Des réformes, bien évidemment, pour faire en sorte que le chômage soit limité dans le temps. Pourquoi? Pas pour faire mal. Et je voudrais m'adresser à quelques représentants de la presse dans la salle. Je suis assez heurté de voir des articles qui, chaque jour, attendaient presque impatiemment, alimentés par une opposition avide de dramas, avide de situations germinales, pour montrer que nous sommes des personnes inhumaines. On attendait des files devant les CPS. On attendait de voir des heures et des heures d'attente. Finalement, aujourd'hui, les choses sont prises en main, se passent en douceur. Et je le répète, cette mesure n'a pas été prise pour faire mal aux gens. Car il ne faut pas se tromper. Ce qui fait mal, c'est l'inactivité. On peut, dans la province de Liège, citer de nombreuses communes où le taux d'emploi est inférieur à 50%, où moins d'une personne sur deux en âge de travailler travaille. Allez voir ces quartiers. Allez voir ce que le chômage à vie a créé comme détresse et misère sociale. Parce que l'inactivité a fait en sorte que parfois sur 2 ou 3 générations, on n'a même plus l'idée de travailler. On n'a même plus l'idée de prendre sa vie en main. Alors je vous le dis, mesdames et messieurs, la réforme du chômage à 2 ans, ce n'est pas une réforme budgétaire. C'est une réforme qui est une vraie révolution culturelle. C'est une réforme qui est un signal. C'est une réforme qui dit une chose majeure, qui était le cœur de notre campagne électorale. C'est qu'avec le MR, le travail est au cœur de la société. Alors, je voudrais faire passer un message, un autre, aux personnes qui sont dehors et qui manifestent en ce moment. Je voudrais quand même leur faire savoir, parce qu'elles ne se sont peut-être pas informées, en lisant que les tracts du PTB, c'est clair qu'on n'a pas l'information la plus objective, c'est qu'en fait, leur meilleur partenaire, le boulanger de Charleroi, il a dit qu'on n'allait pas revenir sur le chômage limité dans le temps. Et cette interview, elle m'a beaucoup frappé. Parce que quand le boulanger de Charleroi était face au boucher de Mons, il n'arrêtait pas de dire au boucher de Mons que le chômage illimité, ça n'existait pas. Que lui, à Charleroi, il voyait que des gens qui travaillaient. Et moi, je lui disais, mais c'est pas vrai, parce que moi, à Mons, je vois des gens
qui ont envie de travailler, qui ont un accident de la vie, qu'on doit mieux accompagner. Mais j'en vois aussi d'autres qui ne sont pas très malheureux de leur situation, qui parfois travaillent sur le côté et oublient de le dire à l'État. Mais ça n'existait pas. Et pourtant, j'ouvre mon journal pendant les fêtes de Noël, il pensait peut-être à moi, vu qu'il pense à moi tous les jours, et je vois, le chômage illimité ne reviendra jamais. Ça, c'est le message essentiel, mesdames et messieurs. Si vous doutez par rapport à nos réformes, si vous avez peur, et c'est légitime, il n'y a pas de honte à douter, il n'y a pas de honte à avoir peur. Tous les jours, je me pose la question. Tous les jours, je me dis, est-ce que ce que nous faisons est juste? Dites-vous une chose, c'est que jamais ils ne remettront en cause la moindre de nos réformes. Parce que ces réformes, elles sont justes. Ces réformes, elles sont nécessaires. Ces réformes, elles sont inéluctables. Alors j'ai un message pour Paul et Raoul. C'est qu'il fait froid. Que ça ne sert à rien de rester dehors. Et que surtout, ils arrêtent de bloquer le pays. Et qu'ils se mettent enfin en marche. Qu'ils défendent leurs projets. Qu'ils attendent les prochaines élections. Et d'ici là, qu'ils réfléchissent à la misère sociale qu'a créée la gauche en Wallonie. Qu'ils réfléchissent à leur bilan dans les anciennes communes ouvrières. Qu'ils réfléchissent à l'État de Liège, de Charleroi, de la Louvière, de Mons. Et peut-être qu'ils nous reviennent avec un projet de société. Parce qu'être anti-boucher, ça permet peut-être de faire du clic sur Facebook, ça permet certainement de remplir des pages du journaux, mais ça ne fait pas un projet de société. Alors, mesdames et messieurs, il ne faut jamais baisser la tête. Il ne faut jamais baisser la tête parce que nous avons un projet de société. Nous travaillons dans l'intérêt général. Nous faisons en sorte de prendre nos responsabilités. Alors, pour expliquer leur agressivité, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que je me suis dit, finalement, perdre une élection, ce n'est pas grave. C'est le jeu démocratique. Ça arrive. Et puis, j'ai un petit peu analysé le fonctionnement de notre État. Et j'ai vu certaines positions privilégiées. Un exemple, les mutuelles. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, une ASBL, comme les pauvres sœurs, qui viennent en aide à des personnes sans abri, à des personnes âgées, une ASBL comme celle-là paye chaque année un impôt sur son patrimoine. Je me suis dit, les mutuelles, des acteurs de solidarité, des gens de gauche, donc des gens bien, des gens vertueux, des gens avec une grandeur d'âme, des gens généreux, ben, ils doivent la payer cette taxe. Et puis j'ai été voir, bon, en fait ils ne la payent pas. Et comment ça se fait? Ils l'ont oublié? Ah ben non, ils ne l'ont pas oublié. En fait, le Parti socialiste s'était arrangé pour que dans la loi, les mutuelles soient exonérées. Alors, j'ai eu l'explication dans le journal. Il paraît que les mutuelles ont besoin d'un fonds de réserve. Parce que ce fonds de réserve leur permet de combler des trous éventuels de la caisse d'assurance maladie. Ok. Mais vous savez qu'il y a des législations qui imposent aux banques d'avoir des fonds de réserve. Ça n'empêche pas de les taxer. Mais surtout, 6 milliards 400 millions d'euros de réserve. 6 milliards 400 millions. Alors je me suis dit, c'est peut-être du cash parce que peut-être que l'État ne paye pas bien. Ben non. En fait, figurez-vous que ces 6 milliards 4, c'est quoi? C'est des actions boursières, c'est des obligations, c'est des hôtels de luxe, c'est des domaines skiables. Vous avez peut-être été un jour faire du ski chez Solidaris. Alors, je vais vous dire une chose. Je comprends pourquoi ils parlent du grand capital chaque jour. Parce que les plus grands capitalistes, c'est eux qui arrivent à amasser 6,4 milliards de patrimoine. Alors, il y a mieux. Il y a mieux, parce qu'en fait, ils ont réussi à faire croire aux journalistes que si on mettait une taxe sur eux, on allait augmenter les contributions de nos concitoyens. Ça, c'est quand même exceptionnel. C'est quand même partir de deux ignorances majeures.
La première, c'est que ça ne dérange pas le Parti socialiste et leurs copains de gauche de taxer les entreprises, les banques, sans jamais se poser la question de savoir si vos frais bancaires vont augmenter. Parce que quand ils disent on va taxer les banques, on va taxer les compagnies aériennes, mais vous n'êtes pas des clients des banques? Vous n'êtes pas des clients des compagnies aériennes? Donc, mis à part ce petit détail de raisonnement, il y a un autre aspect qui est beaucoup plus fondamental. Bien sûr que l'EMR n'a jamais dit qu'il fallait taxer l'assurance obligatoire. On parle bien des produits d'assurance complémentaire, c'est-à-dire des produits pour lesquels les mutuelles sont en concurrence avec des organismes privés d'assurance. La DKV, par exemple. Ils vendent exactement les mêmes produits. Et pendant que la DKV paye 130 millions d'euros d'impôts, les mutuelles payent zéro. Est-ce que c'est normal? Est-ce que, avant de vouloir augmenter l'impôt des femmes et des hommes qui travaillent, de celles et ceux qui investissent, et j'ose le dire, de celles et ceux qui épargnent, parce que quand on a été capable d'épargner, c'est qu'on a travaillé avant ça. Est-ce que, avant de taxer ces gens, on ne ferait pas en sorte de garantir un principe majeur? C'est celui de l'égalité devant l'impôt. De dire que tout le monde doit payer le même impôt. C'est simple, c'est juste. Mais c'est d'autant plus légitime lorsque Jean-Pascal Labille fait le tour des médias pour expliquer que les entreprises doivent payer plus. Le même Jean-Pascal Labille qui trouve que les patrons gagnent trop alors qu'ils gagnent plus qu'eux. Ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, mesdames et messieurs, il faut cesser l'hypocrisie. Et oui, je vous le dis, s'il y a autant de virulence contre les réformes, c'est parce que nous touchons à des tabous. Nous touchons à tout ce conservatisme qui a amené la Belgique à avoir l'un des pires niveaux de dette de l'Union européenne et à l'heure où je vous parle, le plus grand déficit de l'Union européenne. Mais dites-vous bien une chose, les déficits d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. Le déficit de l'État, c'est votre déficit, c'est notre déficit. Alors oui, mesdames et messieurs, nous allons continuer ces réformes. Nous allons faire en sorte de rendre l'argent aux citoyens. Et pour ça, on doit travailler sur deux choses. Augmenter la croissance, je l'indiquais, mais aussi diminuer les dépenses publiques. On dépense trop d'argent public en Belgique. On dépense plus de 330 milliards d'euros chaque année. Or, on n'a pas un enseignement qui a de très bons résultats au test PISA. L'état des routes n'est pas très bon et il sera certainement encore moins bon après la vague de neige. Notre justice n'est pas la plus rapide. On souffre d'insécurité dans toute une série de quartiers. L'administration met parfois de très nombreux mois avant de vous répondre pour le moindre permis. Alors on peut se poser la question, où part l'argent? Où part l'argent? L'argent part dans un élément qui est très simple. C'est que l'État dépense trop pour son propre fonctionnement. On a trop de structures. C'est la raison pour laquelle Adrien Delimon et l'ensemble du gouvernement wallon travaillent à supprimer le niveau politique des provinces. Non pas les agents provinciaux, et je voudrais les rassurer. Le professeur qui donne cours dans l'enseignement provincial va toujours rester professeur. Mais est-ce que, dans un État qui a 7 gouvernements, nous avons besoin en plus de l'ensemble des communes, d'avoir en plus des gouvernements au niveau provincial? C'est la raison pour laquelle nous allons également supprimer le Sénat. C'est la raison pour laquelle nous devons avancer sur la fusion entre les communes et les CPS. C'est la raison pour laquelle nous devons remettre sur la table la question de la fusion des communes. Et puisqu'il y a des élus aussi dans la salle, je vous l'annonce, nous allons lancer une initiative au niveau du mouvement réformateur avec l'ensemble de nos élus communaux pour pouvoir avancer sur la fusion des communes. Parce que nous devons donner l'exemple. Parce qu'on n'a pas été élus pour collectionner des mandats, mais nous avons été élus pour l'intérêt général. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens que l'on va baisser l'impôt si on ne diminue pas les dépenses publiques. Alors oui, c'est un engagement fort. La diminution de ces dépenses publiques
ne diminuera pas le niveau de bien-être de nos concitoyens. Il y a énormément de doublons dans notre pays. Il y a énormément de choses que la technologie pourrait également nous aider à faire. Et je vous donne juste un chiffre pour vous convaincre. Aujourd'hui, la Belgique dépense 55% de son PIB en dépenses publiques. 55%. Les Pays-Bas en dépensent 45%. Est-ce que vous avez le sentiment que les routes sont en moins bon état aux Pays-Bas? Est-ce que vous pensez que l'école est de moins bonne qualité? La justice est 3 fois plus rapide. Les pensions sont les plus hautes pensions d'Europe. Comment font-ils? Ils ont un gouvernement, très peu de communes et un niveau provincial réduit au strict minimum. Il n'y a pas de secret, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de secret. Ces structures ont un coût. On doit être plus efficace. L'efficacité, c'est dans l'ADN des réformateurs. Alors je nous invite tous, élus du mouvement réformateur, à montrer l'exemple. Parce que ce qui compte en politique, ce n'est pas d'avoir des mandats, c'est de laisser une trace. Et laisser une trace, c'est de permettre à ce que nos enfants soient fiers de ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, une des manières qu'ils soient fiers, c'est de faire en sorte de rendre de l'argent à celles et ceux qui travaillent, et pour ça, en dépenser beaucoup moins. C'est un engagement, c'est un travail que nous allons mener tous ensemble. Un tout dernier mot sur la démocratie, sur le point sur lequel j'ai commencé. La démocratie, c'est énormément de choses. C'est d'abord le droit, je le disais tout à l'heure, de s'exprimer, mais aussi de se déplacer en sécurité. C'est le respect de l'argent public et de l'État. C'est la raison pour laquelle nous allons faire en sorte que les casseurs deviennent les payeurs. Parce qu'il n'est pas normal de voir des images comme nous l'avons vu à Bruxelles, de gens qui, à la fin d'un match de football, détruisent des abribus tout neufs, détruisent des biens publics. J'ai jamais compris d'ailleurs, parce que là, ils avaient gagné. Mais donc, quand ils perdent, ils cassent aussi, je suppose, parce qu'ils sont fâchés. Donc, on casse tout le temps. On casse peut-être pas les mêmes biens, j'en sais rien. Mais plus sérieusement, c'est inacceptable. Comme il est également inacceptable que dans les prisons de notre pays, 43% des détenus ne soient pas de nationalité belge. C'est le double de la moyenne européenne. Alors j'en entends certains qui vont crier au fascisme et à l'extrême droite. Est-ce que c'est d'extrême droite de donner un chiffre qui est un chiffre officiel et qui doit nous interroger? Qui doit nous interroger sur quoi? Sur l'immigration illégale et sur notre rapport à l'immigration. La Belgique est et doit rester une terre d'accueil. Nous devons être un territoire qui permet l'intégration des femmes et des hommes qui viennent dans notre pays, soit parce qu'ils fuient des conflits, soit parce qu'ils cherchent une vie meilleure et veulent travailler. Nous devons beaucoup mieux aider les personnes qui veulent venir en Belgique pour bâtir avec nous notre pays. Mais nous devons être fermes. Nous devons être sans aucun atermoiement à l'égard de celles et ceux qui sont venus pour commettre des actes de délinquance, pour rentrer de manière illégale sur notre territoire. Parce qu'un pays, c'est une obligation et une communauté de droits, bien sûr, mais de devoirs. Alors, mesdames et messieurs, je le dis, et je n'ai pas peur de le dire, même si dans ce pays, c'est un mot coupable, c'est un mot suspect. Mais notre pays doit à nouveau être respecté. C'est pourquoi nous devrons faire en sorte de durcir les conditions d'accès à la nationalité belge. Aujourd'hui, on peut rater un parcours d'intégration et ne parler aucune des langues nationales et pourtant se voir naturalisé. Alors je vous le dis, mesdames et messieurs, être belge, ce n'est pas un droit, c'est un honneur, c'est un privilège. Et ce privilège, on doit le réserver aux femmes et aux hommes qui aiment notre pays, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine. Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'où vous venez, ce n'est pas la religion à laquelle vous croyez, ce n'est pas votre couleur de peau. Ce qui compte, c'est le partage de valeurs. Ce qui compte, c'est la volonté de faire avancer le pays. Ce qui compte, c'est la fierté d'être belge. Ce qui compte, c'est la volonté
de contribuer à l'effort collectif. Alors, puisque je parlais de démocratie et j'ai dit que ce serait mon dernier mot, et vous avez été extrêmement patients, un mot sur notre parti. Alors, je vais vous dire, mesdames et messieurs, un grand parti, ça ne se construit pas dans le confort des soirées électorales victorieuses. Un grand parti, ça se construit dans la dureté quotidienne. Ça se construit quand on fait des réformes. Ça se construit quand on doit aller expliquer aux gens. Un grand parti, ce n'est pas simplement des sourires au moment des prestations de serment. C'est du compagnonnage quotidien. C'est de la solidarité. C'est du travail. Alors oui, mesdames et messieurs, bien sûr que ce n'est pas simple tous les jours. Mais ce qu'on est en train de réaliser, vous devez en être fiers. Vous devez vous dire que ce qui compte, c'est qu'en 2029, on se regarde tous dans la glace et qu'on se dise qu'on a tenu nos promesses, qu'on se dise qu'on a rendu un avenir à notre pays, qu'on se dise qu'on a mis en œuvre un projet libéral. Alors, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, neige ou pas neige, il faut retourner en campagne. Il faut retourner sur le terrain. Parce que la campagne, ce n'est pas pendant la période électorale. La campagne, c'est tous les jours. La conviction, c'est tous les jours. Et il faut expliquer, un par un, les réformes. Il faut faire en sorte d'aller serrer toutes les mains. Il faut laisser personne sur le bord du chemin. Il n'y a pas des quartiers qui sont impossibles. Il n'y a pas des gens qu'il serait impossible de convaincre. Il y a uniquement la volonté. Alors on doit l'avoir, cette volonté. Alors en 2026, je vous souhaite 3 choses. La première, c'est d'être heureux. Parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est pour ça qu'on se lève le matin. J'espère d'ailleurs que vous êtes plus heureux ce soir quand vous êtes levé. Ça veut dire que vous avez réussi votre journée. Il faut être courageux. Parce que le courage, c'est la seule chose qui permet de réaliser. C'est la seule chose qui permet de faire la différence. Alors bien sûr, le confort des mots creux. J'en vois certains, des libéraux qui dibulent. Ils se disent libéraux, mais ils parlent comme la gauche. Très spécial. Je les vois, ceux-là. Je les vois, la facilité de faire de la politique avec des mots creux. Vous savez, quand je suis devenu président du MR, le mot libéral, il était presque interdit. Et aujourd'hui, ils se revendiquent tous du libéralisme. C'était pour eux, le libéral qui dibule, au cas où c'était pas clair. Mais les vrais libéraux, ils sont ici. C'est eux qui ont le courage de porter ce qu'on a toujours porté et qui aujourd'hui le mettent en œuvre. Et enfin, la troisième chose, c'est de plus que jamais être fiers d'être des libéraux. Une excellente année 2026. On peut mettre la musique, c'est mieux. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers.